Ce que j'aimerais faire ce matin, on a beaucoup parlé de l'ensemble des atteintes à la liberté, rendez-nous la liberté d'à peu près tout. Quand Patrick et Damien m'ont demandé d'intervenir, moi je me suis dit tout de suite, mais à qui on demande ça? Et au final, pourquoi on nous prend nos libertés? Qui est-ce qui en veut à la liberté? Et c'est ça l'objet. Qui en veut à la liberté? C'est ma problématique ou la question que je me pose, et je vous le dis tout de suite. Je suis peut-être un libéral un peu bizarre, mais moi j'accuse jamais l'État. J'en veux pas particulièrement à l'État, pour des raisons que je vais essayer de vous expliquer. Et sans doute parce que je suis influencé par des lectures françaises, et donc principalement de gauche, j'ai une façon de penser de gauche. Ce qui fait que je vais vous faire une analyse de qui en veut à nos libertés avec une vision de gauche. Et donc pour le faire, je vais partir d'un auteur que j'aime beaucoup, et qui n'est pas du tout dans notre camp, qui s'appelle Bernanos. Et Bernanos, dans La liberté, pourquoi faire, se pose une question, ou en tout cas un constat, il nous dit « Le pire dans la liberté, ça n'est pas qu'on se la laisse prendre, c'est qu'on désapprenne à l'aimer ou qu'on ne la comprenne plus du tout. » Eh bien, je crois que c'est exactement le problème aujourd'hui. Je crois que le pire est arrivé, au sens de Bernanos, c'est-à-dire que la liberté n'est plus comprise et elle est plus appréciée par une grande partie de la population. Pour le dire autrement, la liberté, elle est bien sur toutes les bouches, mais le principe a déserté presque tous les esprits. Je vais vous en donner juste un exemple. Je suis allé regarder pendant la campagne présidentielle les différents programmes de tous les partis qui étaient en lice, pour voir combien de fois ils parlaient du mot de liberté dans leur programme. Et donc voici les résultats. En Marche ou les Républicains, 3 mentions de la liberté. Parti socialiste, 10. Europe Écologie Les Verts, 14. Le Rassemblement National, 19. Et le record CLFI, 54. Ce qui veut dire qu'en tant que libéraux, vous aviez le choix du roi. Tout le monde est pour la liberté. Et si vous n'êtes pas convaincu, c'est que vous vous doutez qu'il y a quand même quelque chose là-dedans. Il y a un piège ou un loup. Le nombre d'occurrences de la liberté, il est proportionnel à la longueur du programme. Ce qui veut dire que c'est sans doute pas la liberté, mais la liberté ou le mot liberté est simplement utilisé pour meubler. Un mot comme un autre pour essayer de faire du texte. Et ça a une implication, ou ça veut bien dire quelque chose, c'est que la liberté est bien un mot qui est sans doute complètement prostitué aujourd'hui. C'est sans doute le mot qui est utilisé le plus à tort et à travers pour ne dire à peu près n'importe quoi. Parce que si on regarde dans les faits, vous l'avez rappelé pendant les différentes conférences, la liberté, elle est bien attaquée. Je vais vous en donner juste quelques autres exemples qui n'ont pas été mentionnés, et qui sont principalement décrits et développés par François Sureau. Les mesures exceptionnelles qui sont introduites dans le droit commun, ça c'est une atteinte aux libertés. L'extension de la rétention de sûreté, qui autorise en fait les autorités à considérer qu'un coupable, une fois qu'il a purgé sa peine, doit rester dans un établissement, un hôpital psychiatrique en fait, au motif que ses chances de récidive sont trop élevées. Ça c'est une atteinte aux libertés. Les délais cognitifs, alors heureusement retoqués par le Conseil constitutionnel, mais le fait qu'on vous sanctionne au nom de la loi antiterroriste parce que vous visitez un site djihadiste, ça c'est une atteinte aux libertés. On vous considère comme coupable par avance d'aller visiter quelque chose qui potentiellement est dangereux, alors que vous n'avez commis aucun crime. À un point de vue plus métaphysique, le principe qui ordonne nos comportements en France est le droit, l'indisponibilité du corps, qui fait que vous n'êtes pas propriétaire de votre corps, vous n'avez pas le droit d'en faire commerce, ni vos données personnelles, ni vos organes, ni rien du tout. Votre corps ne vous appartient pas parce qu'il est vous. Et puis, à un niveau plus trivial, quelque chose que j'ai découvert récemment grâce à un contrôle des URSSAF, l'encadrement des frais de bouche du dirigeant d'entreprise. Ici, le législateur a considéré que si vous êtes le dirigeant de votre entreprise, vous n'avez pas le droit de passer en frais vos restaurants s'ils se trouvent à proximité de votre bureau. Sans doute le législateur se dit que pour optimiser la fiscalité, vous devriez préparer votre propre gamelle et ne pas passer en frais lorsque vous pouviez manger dans votre bureau. Ça n'est pas drôle en réalité. Plus bizarre encore, la loi anti-casseurs, qui a été récemment mise en place. Elle autorise le préfet à vous interdire d'aller manifester au motif que vous seriez susceptible de casser pendant une manifestation. Un délit de sale gueule en réalité. Alors, toutes ces choses-là, elles nous montrent qu'il y a des atteintes aux libertés. Atteinte à la liberté de s'informer, atteinte à la liberté de rechercher, atteinte à la liberté d'entreprendre, atteinte à la liberté d'agir, tout simplement. Et puis même qu'il y a une absence d'un principe qui est essentiel, c'est que le caractère réparateur d'une sanction, le fait d'aller en prison, n'est plus suffisant. Si vous êtes coupable un jour, vous êtes coupable toujours.
ce qui est l'opposé de notre système. Et pour moi, la question, c'est pas de savoir pourquoi l'État fait ça, parce que finalement, que les gouvernants gouvernent, que les dirigeants décident de prendre des mesures qui vont dans leur sens, qu'ils agissent avec opportunisme, bon, on le sait, il n'y a pas de raison qu'ils fassent autrement, c'est tout à fait rationnel. Alors c'est légitime de s'interroger sur le rôle de l'État. C'est légitime de se dire que le législateur fait des bêtises, de s'interroger sur l'équilibre des pouvoirs. Mais il y a quelque chose qui m'inquiète plus. On connaît ça, les solutions. Le problème, c'est quand la population elle-même se met à plébisciter ce genre de comportement, qu'elle est en attente de ces comportements. Or, c'est bien ce qui se passe aujourd'hui. Si vous aviez regardé un peu ce qui se passait sur les réseaux sociaux pendant la pandémie, on avait une véritable demande de confinement. Il n'était pas fait contre la population. Les gens étaient en demande, notamment après le premier confinement. Ils ne cessaient de publier des choses, des milliers de posts tous les jours, qui étaient, grosso modo, des posts qui nous disaient « Qu'attend le gouvernement pour me forcer à rester chez moi ?» Donc, l'État répond à la demande. Et c'est pour ça que ce n'est pas du tout mon sujet d'intérêt. Ce n'est pas ce qui me choque. Ce qui m'inquiète, c'est d'où vient cette demande. Et j'avais essayé ici, il y a 3 ans, de vous expliquer quels étaient les motifs de la servitude. Pourquoi la population elle-même est en demande d'État. Je vous avais dit, grosso modo, que finalement, j'y voyais 3 raisons. Un désir de sécurité ou de protection, un désir de perfection, le fait qu'on attende de l'État qu'il soit capable de répondre à des problèmes qu'on ne peut pas résoudre tout seul, et puis un désir de maintenir une illusion, c'est que dans un pays qui est devenu un pays laïque, un pays dans lequel on a tué Dieu, la dernière image du Père, c'est l'État, et que donc il va bien falloir se soumettre corps et âme à l'État pour espérer qu'il survive. Mais j'avais commis une erreur, ou en tout cas j'avais oublié quelque chose là-dedans. C'est que ça expliquait bien pourquoi les individus étaient assez passifs, pourquoi ils réagissaient mollement aux interventions de l'État. Mais ce que j'avais manqué, c'est qu'il existe quand même des petites avant-gardes, des petits groupes, qui eux demandent volontairement et explicitement la restriction ou l'infraction de nos libertés. Et c'est à ces petits groupes d'avant-garde que j'aimerais m'intéresser maintenant. Ceux-là, ils sont grosso modo de 2 ordres, qui répondent parfaitement aux caractéristiques ou aux critères retenus par Bernanos. On a un groupe qui, globalement, nous dit « tout est une infraction à ma liberté ». Et donc, chaque fois que je ressens une contrainte, que ce soit une contrainte physique, mais aussi une contrainte psychologique, une gêne, une frustration, c'est une atteinte à ma liberté, et le seul qui peut intervenir, c'est l'État. C'est ceux que j'appelle les pervertisseurs du mot. Et puis on a un deuxième groupe, peut-être plus dangereux encore, qui se regroupe sous l'idée que la liberté elle-même n'existe pas. C'est la négation du fait. Et donc j'aimerais vous donner quelques informations sur ces 2 groupes, pour bien identifier en fait qui sont les vrais ennemis de la liberté aujourd'hui. Le premier groupe, ceux qui pervertissent l'idée de liberté, on les retrouve un peu partout, c'est un groupe assez disparate. Mais c'est un groupe qui globalement nous dit tout ce qui est une contrainte, tout ce qui est une atteinte à mon bien-être, c'est de la liberté. C'est une atteinte à ma liberté. Et ça nécessite des lois, des règles qui vont venir me protéger contre ces contraintes extérieures. L'idée finalement, c'est que la liberté absolue, c'est de vivre chacun dans un espèce d'enclos, un périmètre hermétique où personne d'autre ne pourrait nous gêner. Alors en tant que libéraux, ça peut peut-être nous paraître normal, mais ça crée des effets qui sont assez pervers. Finalement, si la liberté c'est la protection contre toute contrainte, la liberté c'est la sécurité. Et c'est ce qu'on a entendu pendant la pandémie. Le pass vaccinal est libéral. Le vaccin c'est libéral. Le confinement c'est libéral. Finalement, l'État est très libéral en nous obligeant à prendre des mesures qui évitent que l'on contamine les autres. Et l'idée, elle se tient. Si vous poussez à l'extrême l'argument qui est absurde, je suis libre de ne pas être contaminé par les maladies qui seraient transmises par un autre. Ce qui nous amène finalement à considérer que n'importe quelle contrainte, n'importe quel danger auquel nous soumettrait un autre est quelque chose qui est une atteinte à nos libertés, et donc il faut légiférer. Mais vous voyez bien où ça nous amène. La liberté, ça n'est que la protection contre n'importe quoi qui puisse venir des autres. Ce qui est problématique parce que la sécurité en tant que telle, si c'est une valeur fondamentale, ça n'est pas la liberté. On peut très bien défendre le confinement, je peux le comprendre. On peut défendre le pass vaccinal. Je comprends qu'on défende la vaccination obligatoire, mais pas pour des motifs de liberté. Le problème ici, c'est la perversion du mot qui m'inquiète. Si on nous avait dit que c'était par sécurité pour la société, pas de souci. Mais quand on nous dit le vaccin est libéral, il y a un problème. Le terme lui-même est complètement galvaudé. Et c'est en fait la même logique que vous retrouvez dans plein d'autres domaines. Quand vous avez aux États-Unis des étudiants qui refusent que d'autres étudiants entrent dans les bibliothèques en même temps qu'eux, au motif que leur présence est une gêne pour eux. Alors on a ça avec des Noirs américains, par exemple, qui refusent que des Blancs entrent.
Mais ça pourrait être la même chose avec des blancs qui refuseraient que des noirs entrent. Au motif que c'est une gêne, une contrainte sur leur propre bien-être et que donc il faut bien séparer ces deux groupes ou ces deux identités. C'est aussi au motif de la liberté. C'est ma liberté à être dans une bibliothèque et à lire, à m'instruire, qui est entravée par la présence de quelqu'un qui est une présence qui importune. Donc cette idée de safe space qu'on retrouve aux États-Unis et qui commence à arriver en Europe, c'est aussi une idée qui naît d'une perversion de la liberté. Et on n'a pas besoin en fait d'aller outre-Atlantique. On a des cas en France. Peut-être que vous vous souvenez d'une certaine candidate à la primaire écologiste, qui est aujourd'hui députée de la NUPES, qui nous disait, il n'y a pas très longtemps, qu'il fallait encadrer la répartition des tâches ménagères entre les couples. C'est au motif de la liberté qu'elle proposait ça. Son argument, c'était de dire, dans des relations privées, notamment hommes-femmes, beaucoup plus hommes-femmes, mais dans des relations privées, il y a de la contrainte. Il y en a un qui exerce une contrainte sur l'autre, il y a des défaillances d'organisation. Et bien que ce soit privé, c'est une atteinte à leur liberté, donc c'est public. Et si c'est public, il faut intervenir. Toute relation privée est publique, et toute relation privée nécessite qu'on intervienne pour légiférer, parce que c'est une atteinte aux libertés de l'un ou de l'autre de devoir laver la vaisselle ou de faire les corvées ménagères et que l'autre ne fasse rien. Ici, vous voyez bien que finalement, poussé à l'extrême, ça n'a rien de drôle. Toute infraction à mon propre bien-être va appeler une intervention de l'État au nom de la liberté. Et donc on se retrouve simplement avec des débats qui n'ont aucun sens. Des débats dans la population où tout le monde réclame que pour défendre sa liberté, il va falloir restreindre celle des autres. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une société de liberté publique, mais on est dans une société de ce qu'on pourrait appeler de droit-créance, de droit communautaire. Ce sont des groupes d'intérêts qui vont tous essayer d'aller influencer le législateur ou l'exécutif en espérant que leur liberté soit mieux protégée que celle des autres. C'est-à-dire exactement ce que Hayek, en réalité, parce qu'on a quand même le droit de citer des libéraux, appelait la démocratie des marchandages. Une démocratie qui n'a plus rien à voir avec la protection des droits fondamentaux ou des droits imprescriptibles. Juste la tentative de récupérer davantage de privilèges que ce qu'ont les autres. Et c'est cette même logique qu'on retrouve dans le deuxième groupe qui m'intéresse. Ceux qui nient complètement la liberté. Alors ils vont un peu plus loin. Et on les retrouve dans tous les types de sciences. Mais il faut s'en méfier parce qu'eux sont capables de théoriser les absurdités dont on vient de parler. En réalité, même si vous ne les connaissez pas, ils ont une influence énorme, parce qu'ils se retrouvent dans les plus grandes universités du monde et ils sont considérés par le milieu universitaire, le milieu de la recherche, le milieu politique, comme le nec plus ultra de la sophistication intellectuelle. Ce sont la pointe avancée de la recherche et de la pensée. On les retrouve à Princeton, on les retrouve à Harvard, on les retrouve dans les universités européennes, et dans les sciences dures et dans les sciences molles, dans les sciences humaines comme dans les sciences de la nature. Alors dans les sciences dures, vous en connaissez un petit groupe, c'est sûr, vous en avez déjà parlé, ce sont les écologistes radicaux. Ceux qui nous disent que finalement l'humanité elle est défaillante et que la liberté, elle existe peut-être, mais cette liberté elle nous conduit à détruire la planète. Et donc puisque la maison brûle, il va bien falloir entraver les libertés de chacun au motif de quelque chose de plus grand, c'est qu'on ne peut pas détruire notre habitat. Cela, je ne dirais rien dessus, parce que vous en avez déjà parlé, et puis parce qu'il ne m'inquiète pas beaucoup. Parce que je pense que si l'idée c'est de dire que pour que la maison ne brûle plus, il faut la transformer en prison, il n'y a pas grand monde qui sera vraiment satisfait. Quand il faudra vraiment limiter vos voyages, limiter vos achats, moins vous chauffer, je pense qu'une grande partie de la population changera d'opinion. En revanche, on a des chercheurs, notamment dans les sciences cognitives et en psychologie, des comportementalistes, qui vont beaucoup plus loin et qui sont beaucoup plus insidieux. Ce sont tous ceux qui parlent de nudging, de biais cognitifs, de rationalité limitée, de primauté de l'inconscient. Tous ceux qui, en fait, réduisent l'individu à un échange ou à un mécanisme de production et d'interaction biochimique qui font que nous sommes des automates. On croit qu'on est libre, mais on ne l'est pas. On n'est pas des grippins, nous ne sommes pas des amibes, mais on a la même nature. Des machines qui, en fait, peuvent bugger. Et je vais vous en donner un exemple du raisonnement. Quelqu'un qui vraiment a été très influent et est toujours très influent aujourd'hui, Yuval Harari. Yuval Harari, c'est cet historien qui a écrit Homo Deus et Homo Sapiens, qui sont des bouquins intéressants, même s'il y a des erreurs dedans, mais
qui a eu une influence tellement importante qu'aujourd'hui, on vient lui demander quel modèle de société on organise dans un monde où, finalement, les machines nous connaissent mieux que ce que nous nous connaissons nous-mêmes. Et Harari résume très bien sa pensée à la fin de Homo Deus. Il nous explique qu'il y a un amant, un individu qui est face à un choix. Il a deux prétendants potentiels, le brun et le blond, et lui, il préfère le blond, mais il se pose des questions. Et l'algorithme qui a enregistré tout son parcours, toutes ses données, qui connaît toutes ses réactions, qui connaît son bien-être, lui dit non, tu préfères le blond, mais en réalité c'est le brun qu'il te faut. Parce que le brun va te rendre heureux. La probabilité que tu sois heureux et que ton couple dure est plus importante avec le brun qu'avec le blond. Et Harari de nous dire, mais voilà, game over, échec et mat pour la liberté. Vous ne devez pas écouter vos instincts, votre liberté elle est trompeuse. N'écoutez pas votre libre arbitre, obéissez à ce que vous dit l'algorithme. Et vous aurez enfin une chance d'être heureux. Donc si l'objectif n'est pas la liberté, si on poursuit un objectif au niveau social qui est plus grand, alors, nous dit Harari, il vaut mieux obéir aux machines. Abandonnez votre liberté et vous serez enfin libéré du malheur. Et c'est pas un argument en fait à prendre à la légère, parce que si on le balaye simplement d'un revers de la main cette histoire en disant c'est n'importe quoi ou la liberté existe, n'écoutons pas ce type. La multiplication des études et des personnes qui travaillent sur ces sujets fera que demain, dès que vous parlerez de liberté, on vous dira mais attendez, on parle de science nous, vous êtes en train de faire de la métaphysique, on s'en fiche que vous y croyez à cette histoire de liberté. Il est avéré que ça n'est pas le cas, et donc arrêtez de parler de liberté. Prenons d'autres valeurs comme valeurs fondamentales. Si on ne combat pas ici pied à pied chacun de ces arguments, alors l'idée de liberté elle-même, elle sera décrédibilisée, au nom de sa supposée non-existence sur le plan scientifique. Alors je vous rassure, les scientifiques sérieux disent pas ça. Vous avez des neurologistes qui sont très connus, Stanislas Dehaene par exemple, qui vous montre que même si on est entièrement déterminé, nous sommes déterminés principalement à une chose, c'est à délibérer. Et que une organisation aussi complexe soit-elle, qui vous pousse, qui vous détermine, et qui vous contraigne au bout d'un moment à prendre une décision parce que vous accédez à la conscience, fait que vous pouvez être une machine déterminée et libre en même temps. Il n'empêche, il est beaucoup moins connu et beaucoup moins influent que Yuval Harari. Et là où on trouve l'attaque la plus sérieuse, à mon avis, c'est dans les sciences molles, ou dans les sciences sociales. L'idée ici est la même, nous sommes tous déterminés, complètement. Pas par des processus chimiques, pas par des processus qui seraient biologiques, mais par d'autres types de processus, les catégories sociales, votre couleur de peau, la culture. Cela, vous les en entendez souvent parler à partir de termes qu'ils inventent et qui émergent dans la société. Je vais vous en donner quelques-uns, qui sont tous vrais, j'en ai inventé aucun. Mais ce sont ceux qui, à chaque fois qu'il y a un conflit ou une interaction qui est une interaction frustrante entre des individus, vont vous parler de fragilité blanche, de whitesplaining, de liberté racialisée, d'universalisme inclusif. Tous ces termes-là mettent simplement en évidence une chose, les individus ne sont pas à même d'interagir les uns avec les autres parce qu'ils ne peuvent pas se comprendre. Et s'ils ne peuvent pas se comprendre, c'est parce qu'ils sont déterminés à penser d'une certaine façon. Ce sont des essences, sans liberté. Ce qui implique une chose, un blanc ne peut pas comprendre un noir, un homme ne peut pas comprendre une femme, un catholique ne peut pas comprendre un musulman, un français ne peut pas comprendre un américain. Il y a donc exactement l'opposé d'une société ouverte. Ça ressemble davantage à ce que Bruno Leoni appelait une guerre légale de tous contre tous. Parce que nécessairement, celui qui est au pouvoir va favoriser un groupe par rapport à l'autre, sans le faire exprès, son groupe d'appartenance. Et donc il est nécessaire d'avoir ici des entraves aux libertés de certains, qui ne sont pas en fait des libertés pour eux. Ce sont simplement des comportements qu'ils considèrent comme acceptables, mais qui sont une nuisance pour le reste des groupes. Si aussi on balaye simplement ça d'un revers de la main, si on considère que ces nouvelles théories du genre, ces nouvelles théories sur la race, sont simplement des bêtises, alors le débat sera perdu. Vous serez considéré définitivement comme sexiste, comme raciste, comme coupable ou comme victime par essence, et donc coupable par avance, quoi qu'il se passe. Il faudra bien intervenir pour vous dire non, vous n'avez pas le droit de faire ceci ou cela, il est normal que vous ne visitiez pas tel lieu ou tel lieu, il est normal que vous ne payiez pas les mêmes impôts, il est normal que vous ne visitiez pas les mêmes écoles parce que vous n'êtes pas libre. Vous ne vous en rendez pas compte, mais vous êtes déjà déterminé à mal agir vis-à-vis d'autres ou potentiellement à représenter une menace pour les autres. Votre simple présence devient une menace pour quelqu'un d'autre, qui lui-même est une menace pour vous. Donc c'est la fin d'une société qui est fondée sur justement l'idée de liberté. Alors,
face à ce constat, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, vous l'avez compris, je pense que d'abord, il faut revenir à une définition claire du mot liberté. Si la liberté représente tout et son contraire aujourd'hui, si être libre, ça veut dire en fait être libre de ne jamais me sentir gêné ou importuné par quelqu'un d'autre, on a un problème. Mais on a de la chance, c'est que l'édifice libéral, il est quand même globalement très solide. Le travail a déjà été fait. Ce qu'il nous faut faire, c'est dépoussiérer, réactualiser, présenter, diffuser les idées. Mais la définition de la liberté, on la connaît. Il y en a plein, ma préférée, c'est celle de Bruno Leoni. Bruno Leoni nous dit qu'est-ce que c'est que la liberté? C'est une absence de contraintes exercée par d'autres, y compris les autorités publiques, mais pas que, sur la vie et le commerce des hommes. J'ajouterai une chose s'il fallait l'actualiser, c'est l'absence de contraintes directes et volontaires, exercées par d'autres. Parce que, étant donné les débats actuels, oui, il vaut mieux rappeler qu'il faut que la contrainte exercée sur quelqu'un d'autre, pour qu'elle soit une atteinte à ses libertés, elle soit directe et volontaire. Directe, c'est le fait que lorsque j'achète pas quelque chose à quelqu'un, je ne suis pas en train d'attenter à ses libertés. J'essaye pas de lui nuire, je révèle simplement mes préférences. Et donc si, en achetant mon pain à une boulangerie plutôt qu'à une autre, j'ai créé ici un gain pour un et une perte pour l'autre, c'est pas une infraction à sa liberté. C'est simplement la révélation de mes propres choix. Et volontaire, c'est le fait que lorsque moi je suis présent ici et que je vous parle, peut-être que ma présence vous importune, mais c'est pas l'objectif. Je ne suis pas venu pour vous embêter ou pour vous nuire. Alors qu'à l'inverse, si vous me contraignez à acheter quelque chose, si vous me contraignez à consommer racialisé, si vous m'obligez à ne visiter que des lieux pour les blancs, ou si vous me demandez de me taire immédiatement au motif que ma présence vous importune, c'est une atteinte à ma liberté. On sait le faire. Une seconde chose à faire, c'est de rappeler que n'importe quel autre objectif, aussi sexy et attractif que ce soit-il, n'importe quel autre objectif politique que protéger nos libertés, c'est finalement la promotion d'une forme de totalitarisme. Oui, évidemment que la population préfère qu'on lui assure une sécurité absolue. Mais il y a un danger. La population préférerait que l'État soit le garant du bonheur absolu. C'est vrai. Sauf que pour faire le bonheur des uns sans créer le malheur des autres, il y a aussi un arbitraire et un risque d'une tentation totalitaire. Oui, on préférerait tous foncer vers un programme politique qui nous promette que demain, il n'y aura plus aucune pollution et que la nature ira enfin bien. Mais pour faire ça, on voit bien quelles sont les propositions, restreindre les libertés de chacun, vous obliger à adopter un mode de vie particulier, et finalement punir l'homme d'être né dans une nature qu'on considérait parfaite et dont l'homme est la révélation de ses défaillances. Donc ici aussi, n'importe quel objectif finalement nous amène à une paix, oui, mais une paix que Václav Havel appelait une paix de cimetière, quelque chose où les humains n'existent plus. Alors, ça nécessite de combattre, ça nécessite de réellement se bouger. Et c'est un reproche que j'adresse ici à tous les libéraux. Alors, c'est un peu facile de le faire ici, alors que vous êtes motivés pour venir écouter des choses libérales. Et que la plupart, vous avez en plus des groupes libéraux. Mais c'est quelque chose ici, c'est une facilité à laquelle on cède beaucoup, particulièrement nous les libéraux. C'est facile d'être dans le confort de la pensée, on n'a quasiment jamais tort. À long terme, d'ailleurs, nos idées prouvent toujours qu'elles ont raison. Oui, mais il y a un moment où il est nécessaire de descendre dans l'arène. Si vous voulez combattre réellement, vous êtes obligé de vous pervertir. Il faut aller dans les médias, il faut prendre des positions qui sont radicales, il faut parfois faire des concessions, il faut accepter de la nuance, il faut mettre de l'eau dans son vin. Or, ce sont des choses que l'on ne fait pas beaucoup. C'est exactement ce que Peggy reprochait à Kant, en disant « oui, vous avez les mains propres, mais vous n'avez plus de mains. Vous ne faites plus rien avec. » C'est un peu le problème des libéraux pour moi. On laisse trop de place dans le débat public à des idées qui sont contre les nôtres au motif que ça n'est pas assez pur. Eh bien, je pense que non, il faut aller se salir les mains. Et je vais vous en donner quelques exemples. En économie, par exemple, elle est où l'alternative aujourd'hui à Alternative Éco? Qui a fait une alternative libérale? Il n'y en a pas. Qui a écrit un bouquin à la Ayn Rand français? Quelque chose qui puisse nous plaire. Parce qu'il est vrai que pour des Français, lire La Grève, pour la plupart, c'est très indigeste. Il n'y en a pas. Où sont nos influenceurs sur YouTube? Peu importe qui gagne de l'argent, ou peu importe qui se rémunère grâce à de la publicité, ça ne devrait pas nous déranger pour essayer de véhiculer des idées. Ils sont où nos TikTokers? Elles sont où nos chaînes libérales? Où sont nos émissions de radio libérales? Qui va débattre avec des anti-libéraux? À force de vouloir trop rester enfermés dans notre camp et discuter entre nous, avoir des querelles de chapelle, une que je connais très bien depuis que je suis à la fac,
Est-ce que vous êtes misésien ou hayekien? On s'en fout. On s'en fout complètement. Personne ne sait qui sont ces gens. Et en attendant, on nous explique que la liberté, ça n'existe pas. Donc je pense vraiment qu'il y a quelque chose à faire. Je pense que identifier correctement nos ennemis, qui ne sont pas l'État en réalité, mais un changement culturel qui est très important, un changement de fond, qui est particulièrement sexy, et qui donne beaucoup de sens aux actions publiques, notamment pour les plus jeunes qui sont un peu perdus, redéfinir correctement ce qu'est la liberté, agir pour la défendre, c'est à peu près notre seul salut. Encore une fois, toutes les armes sont là. Il nous suffit d'aller puiser dans les livres ce qui a déjà été fait et le réactualiser. Ce n'est pas hors de portée. Mais ça nécessite de nous voir davantage comme des activistes que comme des intellectuels aux mains propres. Et je pense vraiment que c'est une solution. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a une crise de la démocratie occidentale. Tout le monde est d'accord pour nous dire qu'aujourd'hui, il y a un sentiment de décadence qui plane un peu dans nos sociétés. Nous, on accusera l'État. De l'autre côté, on accusera Maastricht ou la globalisation. D'autres accuseront l'athéisme, d'autres le radicalisme. Mais le diagnostic, tout le monde est d'accord. Il y a ce sentiment de malaise qui plane dans nos sociétés. On a de plus en plus l'impression que finalement, on arrive au bout de quelque chose. Eh bien, quelqu'un qui n'est pas un libéral l'avait parfaitement diagnostiqué. C'est Nietzsche, dans son essai sur le nihilisme européen. Nietzsche nous disait, ce dont s'aperçoivent les Européens aujourd'hui, c'est qu'il n'existe pas de but, il n'existe pas d'unité et il n'existe pas de vérité. Et face à ce triple constat, les Européens, incapables et bien inconsolables de trouver d'autres vertus, ont décidé de les abandonner toutes. Et donc, ils ont cédé à ce que Nietzsche appelle le nihilisme, qui n'est pas le fait de ne plus croire, mais le fait de s'en vouloir de ne plus croire. Je partage parfaitement le diagnostic. Et je pense que c'est ça qui nous amène aux pires atrocités ou à quasiment tous les totalitarismes, ou en tout cas les croyances les plus folles qui ensuite lancent la machine vers des choses catastrophiques. Mais je suis en désaccord avec Nietzsche sur le résultat. Je crois qu'il existe bien un but pour la société en général, qui est complètement différent des objectifs individuels. Je crois qu'il existe bien une vérité de la société. Et je crois qu'il existe bien un ciment qui forme l'unité de la société. Et la réponse à ces trois problématiques, unité, vérité, but, c'est la liberté. La protection et la garantie des libertés individuelles, et rien que ça. Avec évidemment autant de systèmes possibles. Quelqu'un dont on ne parle pas assez souvent, nous les libéraux, mais Isaiah Berlin nous l'a parfaitement montré. Vous pouvez avoir tout un tas de sociétés libérales différentes qui peuvent coexister. À partir du moment où il y a ce fameux exit possible, où vous pouvez partir, à partir du moment où les principes sont plutôt fédéralistes, vous pouvez avoir des systèmes qui soient sécuritaires et parfaitement acceptables par tous, d'autres complètement anarchistes et parfaitement acceptables. Et celui qui n'est pas content, à partir du moment où il peut partir, ou facilement faire valoir sa voix, rien ne nous dit qu'un système est meilleur qu'un autre. Mais le fondement de ce type de société, c'est la possibilité pour les individus d'être libres. Et cette liberté, c'est une liberté qui est très simple. Ce sont juste les droits imprescriptibles. C'est simplement l'application de ce qu'on a dans la Déclaration des droits, et rien d'autre. Donc comment répondre à la décadence européenne, ou comment répondre plutôt à ce sentiment de décadence, parce que dans les faits, c'est pas ce qu'on observe, pas du tout en tout cas au niveau matériel. Je crois qu'il est vraiment temps que nous sortions, nous, de nos salles, de nos conférences, particulièrement nous les universitaires, et qu'on accepte de se salir les mains en faisant des choses qui ne sont pas très glorieuses, rentrer en politique, préparer des programmes, participer au débat public, peu importe avec qui. Mais il est temps que nous acceptions que les idées n'avancent pas toutes seules. Et si les idées font le monde, elles n'ont pas de jambes, elles n'ont pas de mains. Ce qui fait une idée, c'est son support. Et que sans support, l'idée de liberté disparaîtra. Et qu'a priori, puisqu'on est les seuls à être conscients de ça, c'est à nous d'être ces fameux supports de la liberté. Merci.